Le narcissisme. Comprendre les masques pour se protéger. Bonjour et bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui, un voyage au cœur d'un sujet complexe et de plus en plus présent dans nos conversations. Le narcissisme. Ce mot, que l'on entend partout, est souvent utilisé à la légère. Mais que signifie-t-il vraiment? Comment reconnaître une personnalité véritablement narcissique et plus important encore, comment se protéger de l'emprise psychologique qu'elle peut exercer? Aujourd'hui, nous allons déconstruire les mythes et vous donner des clés de compréhension claires et profondes. Alors, qu'est-ce qu'une personne narcissique? Il ne s'agit pas simplement de quelqu'un qui prend beaucoup de selfies ou qui aime parler de lui. Nous parlons ici d'un style de personnalité bien défini. Imaginez une personne dont l'empathie est très faible, voire inexistante. Elle peut parfois feindre de comprendre vos émotions, mais c'est souvent une performance, un jeu d'acteur pour obtenir ce qu'elle veut. Le narcissique se caractérise par un sentiment constant que tout lui est dû. Il est pathologiquement égoïste et a un besoin insatiable d'admiration et de validation. Si vous ne lui donnez pas cette admiration, ou si vous osez le critiquer, attendez-vous à une réaction de colère, parfois glaciale, parfois explosive. Tout chez lui est superficiel, son apparence, ses relations. Celles-ci sont rarement profondes. Elles sont souvent transactionnelles, voire basées sur l'exploitation. Il cherche à tirer profit des autres. Au cœur de cette personnalité, il y a ce sentiment d'être spécial, différent, supérieur. Je mérite un traitement de faveur, pense-t-il. Mais l'élément crucial à comprendre, la clé de voûte de ce fonctionnement, c'est que toute cette arrogance n'est qu'une armure. Une carapace qui protège un intérieur incroyablement fragile, rempli d'insécurité et d'un profond sentiment de honte. Cette armure est constamment sur le qui-vive. Dès que la personne narcissique ne se sent pas au sommet, dès qu'on lui résiste, ou qu'elle ne reçoit pas les louanges qu'elle estime méritées, ses défenses s'activent. Cela peut se manifester par une rage soudaine, des cris, une agressivité passive, ou le fameux traitement par le silence, cette punition où l'on vous ignore totalement pour vous faire sentir coupable. Naviguer dans une relation avec une telle personne est épuisant. Ces traits de personnalité se traduisent par des comportements toxiques, manipulation, invalidation de vos sentiments, trahison, domination, contrôle. Et surtout, le rejet constant de la faute sur vous. En résumé, ce sont des relations psychologiquement dangereuses. Le piège, c'est que ce n'est pas toujours ainsi. Quand tout va bien pour la personne narcissique, quand elle obtient ce qu'elle veut, la promotion, l'argent, la reconnaissance, elle peut être la personne la plus charmante, charismatique et fascinante que vous ayez jamais rencontrée. C'est cette alternance, ce yo-yo émotionnel, qui est si déroutant. Vous vous retrouvez à marcher sur des œufs, à vous blâmer. Si seulement j'avais dit les choses autrement. Vous vous accrochez à ces rares moments de normalité, en espérant qu'ils durent. Mais avec une telle personnalité, la paix n'est jamais durable. Pour complexifier les choses, le narcissisme a plusieurs visages. L'image que nous avons tous en tête est celle du narcissique grandiose. C'est le personnage extraverti, arrogant, qui aime être au centre de l'attention. Mais il existe d'autres formes, plus subtiles et tout aussi destructrices. Il y a le narcissique vulnérable. Extérieurement, il n'a rien du cliché. Il paraît anxieux, triste, souvent abattu. Il se présente comme une victime perpétuelle, se plaignant que le monde est injuste avec lui, qu'il n'a jamais eu sa chance. Il est maussade, plein de ressentiment et d'une colère rentrée. Mais sous cette façade de victime se cache le même sentiment que tout lui est dû et la même absence d'empathie. Il faut savoir que ces deux états ne sont pas totalement séparés. Un narcissique grandiose, s'il subit un échec cuisant, une perte d'emploi, une rupture, peut soudainement révéler sa facette vulnérable. Inversement, un narcissique vulnérable qui connaît soudainement le succès peut devenir ouvertement grandiose. Ensuite, il y a une forme plus sombre, le narcissique malin. Son comportement se rapproche de celui du psychopathe. Il n'est pas tant charmant que menaçant. Il domine, contrôle, exploite de manière coercitive. Il est psychologiquement abusif. La seule chose qui le distingue encore du psychopathe pur est une infime capacité à ressentir de la honte ou du remords. Mais cette capacité est très faible, et lorsqu'elle apparaît, il redouble de cruauté pour la masquer. C'est avec ce type de personnalité que le risque de violence physique est le plus élevé. Une autre forme,
particulièrement trompeuse, est le narcissique communautaire. Le narcissique classique veut qu'on lui dise « tu es le meilleur, le plus brillant ». Le communautaire, lui, tire sa validation du fait de faire le bien. Il s'affiche dans des causes humanitaires, spirituelles ou dans le développement personnel. Mais sa motivation n'est pas la compassion. C'est l'image, la validation d'être perçu comme une personne bonne et généreuse. Observez bien, il traitera souvent avec mépris les personnes qui travaillent dans l'ombre à ses côtés. Osez remettre en question ses méthodes, et vous verrez apparaître une rage froide. Comment oses-tu me critiquer, moi qui essaie de sauver le monde? Enfin, il existe le narcissique vertueux ou moralisateur. C'est la personne rigide qui juge tout le monde, obsédée par l'ordre, le travail et les règles. Dans la culture française, on pourrait le comparer à un donneur de leçons pathologique. Il y a une seule bonne façon de faire les choses, la sienne. Cette rigidité morale masque un profond égoïsme et une froideur terrible. Un parent de ce type pourrait rejeter son enfant simplement parce qu'il ne correspond pas à ses standards étroits. Pour le monde extérieur, il paraît honorable et éthique, mais dans l'intimité, il crée un environnement glacial, sans amour ni humanité. Tous ces styles différents ont un point commun. Ils sont tous à la recherche de ce que l'on appelle le carburant narcissique. C'est une métaphore très juste. Comme une voiture a besoin d'essence pour avancer, le narcissique a besoin d'une source externe d'admiration et de validation pour maintenir à distance son vide intérieur et sa honte. Il ne peut pas générer son propre sentiment de valeur. Ce carburant peut prendre de nombreuses formes. L'argent, le pouvoir, le statut social, les possessions matérielles. Mais cela peut aussi être un partenaire très séduisant, un enfant au résultat scolaire parfait, ou même le fait d'être perçu comme le pilier de sa communauté. Pour le narcissique vulnérable, le carburant peut même être la pitié des autres, le fait qu'on lui dise sans cesse « c'est vrai, la vie est tellement injuste avec toi ». Cette dépendance au monde extérieur explique leur instabilité émotionnelle. Leurs humeurs peuvent changer en un instant. Un simple chargeur de téléphone emprunté peut déclencher une crise de rage disproportionnée, car cet acte anodin est perçu comme un manque de respect, une attaque qui vient titiller leur insécurité profonde. Alors, quelle est la différence entre un besoin normal de reconnaissance et cette quête pathologique de carburant narcissique? Nous aimons tous recevoir un compliment. La différence réside dans la réaction face à l'absence de ce compliment. Une personne saine sera peut-être déçue, mais elle pourra s'autoréguler. Elle pourra se dire « j'ai fait du bon travail, et c'est le principal ». Le narcissique, lui, ne peut pas. Il va exploser, bouder ou vous punir. Il utilise les autres pour réguler ses propres émotions. Après une crise, il s'attendra à ce que tout redevienne normal immédiatement, et sera furieux si vous êtes encore blessé. Pour lui, votre émotion est un miroir de sa propre honte, et il ne le supporte pas. C'est pourquoi il est plus juste de parler d'un style de personnalité, d'un spectre, plutôt que de se focaliser sur le diagnostic clinique du trouble de la personnalité narcissique. Ce diagnostic, très rigide, ne concerne qu'1 ou 2% de la population, car il nécessite des critères stricts et surtout que la personne consulte. Or, les narcissiques ne vont que très rarement en thérapie, convaincus que le problème vient des autres. La réalité est que beaucoup plus de personnes présentent ces traits à un niveau suffisamment élevé pour rendre leur relation toxique. Le vrai problème n'est pas le diagnostic, mais les comportements. L'abus. La souffrance que ces comportements engendrent. C'est comme découvrir de la moisissure dans une maison. Le problème n'est pas l'étiquette « moisissure », mais le fait qu'elle vous rend malade. Vous devez assainir votre environnement. Pourquoi tombons-nous si souvent dans le piège de ces relations? Parce que, initialement, ces personnes sont très séduisantes. Leur confiance en eux, qui est en réalité de l'arrogance, nous impressionne. Nous, qui doutons souvent de nous-mêmes, pensons, s'il est si sûr de lui, c'est qu'il doit en valoir la peine. Ils sont charismatiques, captivants, et au début, ils nous couvrent d'attention. C'est la phase dite du love bombing, ou bombardement d'amour. Ils disent exactement ce que nous avons toujours rêvé d'entendre. Personne ne t'a jamais aimé comme moi. Je ne te quitterai jamais. Ces mots, qui ciblent nos blessures les plus profondes, sont plus puissants que n'importe quel cadeau. Puis, après quelques mois,
la dévalorisation commence. L'intérêt s'estompe, les critiques apparaissent, l'irritabilité s'installe. Mais à ce stade, nous sommes souvent déjà amoureux, déjà attachés. Nous nous concentrons sur les bons moments, nous excusons les mauvais. C'est là qu'intervient le mécanisme psychologique le plus puissant, le renforcement intermittent. C'est le principe de la machine à sous. Si elle ne payait jamais, personne ne jouerait. Si elle payait à chaque fois, ce serait moins addictif. Son pouvoir vient du fait qu'elle paie de temps en temps, de manière imprévisible. Une relation narcissique fonctionne de la même manière. Il y a des jours terribles, des jours passables, et soudain, un jour merveilleux. Un voyage surprise, un geste tendre. Et cet instant magique nous donne l'espoir que tout peut redevenir comme au début. C'est cet espoir qui nous maintient piégés, nous fait supporter l'insupportable. On se dit, s'il obtient sa promotion, si les enfants grandissent, si nous déménageons, alors tout ira bien. Mais le jackpot ne vient jamais. Existe-t-il un profil de personne plus susceptible de rester piégé? Si tout le monde peut être séduit au départ, certaines caractéristiques rendent plus difficile de partir. Les personnes très empathiques, qui cherchent toujours à comprendre et à excuser l'autre. Celles qui ont un grand besoin de sauver ou de réparer les gens. Les optimistes invétérés, qui voient le bien en chacun. Avoir eu un parent narcissique peut aussi nous rendre vulnérables, car ce type de dynamique nous semble normal. Paradoxalement, venir d'une famille très heureuse et aimante peut aussi être un risque. On croit que tous les problèmes peuvent se résoudre par la communication et la bienveillance, et on est désarmé face à quelqu'un qui ne joue pas selon ses règles. Alors, comment se protéger? Comment devenir résistant au narcissisme? Ce n'est pas un plan en 3 étapes, c'est le travail de toute une vie. Mais il y a des principes fondamentaux. Le premier est de briser le gaslighting, ce détournement cognitif. C'est lorsque l'autre nie votre réalité au point de vous faire douter de votre propre santé mentale. Je n'ai jamais dit ça. Tu es trop sensible. Tu imagines des choses. Si vous ressentez le besoin d'enregistrer vos conversations pour vous prouver que vous n'êtes pas fou, c'est un signe d'alarme majeur. Tenir un journal, documenter les faits, peut être un acte de survie psychique pour rester ancré dans la réalité. Cherchez une validation extérieure. Un thérapeute qui comprend ces dynamiques, un ami de confiance. Quelqu'un qui peut vous dire « Non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas de ta faute. » Recréer des liens sociaux en dehors de cette relation. Le pouvoir du narcissique réside dans l'isolement qu'il crée autour de vous. En fréquentant d'autres personnes, dans des contextes sains, vous commencerez à vous souvenir de ce qu'est une relation équilibrée, où vous êtes vu et respecté. Reconnectez-vous à vous-même. Les victimes d'abus narcissiques finissent par ne plus savoir ce qu'elles aiment, ce qu'elles veulent. Quel est votre plat préféré? Quelle musique aimez-vous? De simples questions qui peuvent devenir vertigineuses. Réapprenez à nommer vos émotions sans les juger. Aujourd'hui, je suis en colère. Point. Vous avez le droit d'être en colère. Le pas le plus décisif est ce qu'on appelle l'acceptation radicale. Ce n'est pas pardonner ou excuser le comportement. C'est regarder la réalité en face, sans phare, et accepter que cette personne ne changera pas. Rien de ce que vous ferez ou direz ne la changera. Cette prise de conscience est d'abord une source de deuil immense. Le deuil de la relation que vous espériez, du parent que vous n'aurez jamais. Mais après le deuil vient la libération. Cette acceptation change tout. Vous n'êtes plus obligé de partir, surtout si des contraintes matérielles ou familiales vous en empêchent. Mais vous interagissez différemment. Vous protégez votre espace intérieur. Appliquez une stratégie simple. Partagez le bon, le mauvais et l'indifférent de manière sélective. Ne donnez plus vos bonnes nouvelles en premier au narcissique. Il les minimisera ou se sentira menacé. Partagez-les d'abord avec les gens qui vous aiment et se réjouiront pour vous. Ne lui confiez plus vos peines et vos vulnérabilités. Il les utilisera contre vous ou vous considérera comme un fardeau. Appuyez-vous sur votre cercle de soutien. Avec la personne narcissique, cantonnez-vous à l'indifférent. La météo, les nouvelles locales, des sujets neutres. On vous dira, mais ce n'est pas une vraie relation. Et la réponse est, exactement.
C'est le prix de votre paix intérieure. En faisant cet exercice, beaucoup réalisent l'ampleur du vide et trouvent la force de prendre une autre décision. Se remettre d'une relation narcissique est un long chemin. Mais chaque pas compte. Si votre première relation toxique a duré 20 ans et que la suivante n'a duré qu'1 an avant que vous ne reconnaissiez les signaux, c'est une immense victoire. Ce n'est pas un échec, c'est un progrès. Le chemin consiste à apprendre à faire confiance à nouveau, mais avant tout, à faire confiance à votre propre perception, à cette petite voix intérieure qui, depuis le début, vous murmurait que quelque chose n'allait pas. Apprenez à l'écouter. Elle est votre guide le plus sûr vers des relations saines et vers la personne que vous êtes vraiment,